d'être là ce soir. Donc, je vais vous laisser présenter la BRI. On aura aussi un moment d'échange de questions à la fin. Et puis, si vous le souhaitez aussi, vous pouvez vous procurer le livre qui est sorti à l'occasion des 60 ans de la BRI, qui a été écrit par tous les chefs de la BRI. Et si vous souhaitez, on pourra aussi faire une petite séance de dédicace. Voilà, bonne conférence. Alors, mon nom est Kéry, j'ai été chef adjoint et chef de la BRI de 1978 à 1983. Ça fait quasiment un demi-siècle. J'ai bien connu Clémenceau, le père Goriot. Enfin bon, bref, mon jeune collègue et ami, lui, vous parlera de sa période, de son époque. Moi, c'est l'époque ancienne. Quand j'ai pris la direction de ce service avait déjà une dizaine d'années d'existence. Ce service a été créé en 1964 par François Lemuel, qui est un des grands chefs mythiques. Moi, j'ai été le 5e chef de ce service. Depuis, il y en a eu quand même quelques-uns. Et comme son nom l'indique, BRI, Brigade de recherche et d'intervention, tout est dit dans l'acronyme. Recherche et intervention. Recherche et intervention, pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y avait à Paris une vague de banditisme absolument dévastatrice. Les braquages, il y en avait 2, 3, 4 par jour. Parfois, une même équipe allait braquer 3 ou 4 banques. C'était la belle époque où les banques étaient ouvertes à tout le monde. Il n'y avait pas de sas de sécurité. Aujourd'hui, on n'en a plus conscience de ça. Il n'y avait pas de vitres par balles. Les employés étaient derrière leur guichet à portée de main des voyous. L'argent coulait à flot. Il n'y avait pas de flux par informatique avec des cartes bleues ou par ordinateur. C'était le liquide. Et évidemment, les voyous rentraient dans les banques et se servaient. Ils se servaient sans vergogne, évidemment, et c'était un vrai problème de sécurité pour les employés, pour tout le monde. Et le problème, c'est qu'on n'arrivait pas à apporter la preuve de la culpabilité des braqueurs. On arrivait avec les informateurs, avec les contacts que l'on pouvait avoir dans le milieu, à savoir qui braquait, qui était braqueur, quelles étaient les équipes de braqueurs, qui faisait équipe avec qui, Lulu de Saint-Étienne avec Robert le Marseillais, etc. Mais en réalité, on n'arrivait pas à porter la preuve de leur culpabilité. La seule façon d'apporter la preuve et de déférer ces braqueurs devant la justice, c'était tout simplement le flagrant délit, prendre ces gens-là le doigt dans le pot de confiture. Donc pour prendre ces gens-là le doigt dans le pot de confiture, on a créé un service, brigade de recherche, comme son nom l'indique, et intervention. Recherche, ça voulait dire qu'on nous donnait les informations sur des braqueurs d'habitude, parce que cette technique, et on verra aujourd'hui avec la criminalité de notre époque, c'est toujours d'actualité, sont des braqueurs, sont des délinquants d'habitude, ce qui fait qu'un jour ou l'autre, avec de la patience, on arrive à les piéger en flagrant délit. Donc l'idée, c'était de repérer ces braqueurs, de les loger, c'est-à-dire de leur domicile, les mettre sur écoute téléphonique, les prendre en filature, les surveiller, savoir qui était avec qui était en contact avec qui, par nos surveillances, par les écoutes téléphoniques, par les informations. Et sur le terrain, on sentait le moment où ils commençaient à préparer les braquages, on les voyait aller repérer les banques, on les voyait aller voler une voiture, aller récupérer des armes, les planques, l'endroit où ils mettaient la voiture volée, l'endroit où ils mettaient l'armement utilisé pour le hold-up, pour l'attaque à main armée. Et puis le jour J, on essayait d'être au plus près de ces individus, de les prendre en filature si on y arrivait, parce que les types étaient parfois très chauds, comme on dit, chauds comme des braises de charbon. À ce moment-là, on décrochait, on les attendait à leur domicile. On suivait à la radio les braquages. Et quand on nous annonçait par radio braquage dans le 15e arrondissement sur la banque, je sais pas quoi, 3 individus, un grand, un moyen, etc. On disait, ça y est, ce sont nos gars. Parfois même, on avait la chance de pouvoir placer une estafette, une camionnette de planque devant la banque, d'assister au braquage. Quand le braquage était fait, eh bien, on intervenait, soit la voiture relais, les types braquent avec la voiture volée, mais ensuite l'abandonnent très vite pour reprendre une voiture qui, dans notre jargon, voyait le jour, c'est-à-dire n'était pas une voiture volée, et on pouvait intervenir à ce moment-là. Et c'est comme ça qu'on a pu, d'une certaine façon, avec les mesures de prévention prises dans les banques, mettre un terme, réduire le nombre d'attaques à main armée. Il y en a quasiment plus aujourd'hui dans Paris et même en province, des attaques à main armée. Il y a quelques agressions peut-être d'une autre nature, mais les braquages de notre époque, de mon époque,
ça n'existe plus. C'est pour ça que la BRI a été baptisée par les journalistes Brigade Anti-Gang, parce que notre mission principale à l'époque, l'objet essentiel numéro 1 de la création de ce service, c'était de lutter contre les gangs, Brigade Anti-Gang. D'une façon générale, il faut savoir, et je laisse la parole ensuite à Pierre, qu'en matière de police, vous avez deux méthodes en matière de police judiciaire. Vous avez soit la méthode d'enquête, vous partez de l'infraction qui a été commise, vous parlez du crime pour remonter à l'auteur du crime. C'est la brigade criminelle qui incarne le mieux cette méthodologie. Élémentaire, mon cher Watson, Doc avec la loupe. Et vous avez le travail d'initiative incarné par la brigade anti-gang, c'est-à-dire que c'est nous qui prenons l'initiative de travailler sur tel ou tel type d'individu, sur tel profil criminel, en sachant que l'individu que nous avons dans le collimateur est un criminel d'habitude que l'on arrivera à piéger un jour ou l'autre. Moi, je suis Pierre Lecause, donc je suis commissaire divisionnaire. Je vous décris rapidement mon parcours. Mon poste actuel, c'est d'être adjoint au chef de la BRI. Effectivement, j'ai eu l'honneur d'assurer l'intérim pendant quelques semaines, quelques mois. Je retrouve désormais mon confortable statut de numéro 2 qui me convient très bien. Et ce qui me laisse le temps de venir vous voir. La BRI appartient à la direction de la police judiciaire parisienne et c'est une direction que je connais bien parce que c'est là où j'ai fait l'ensemble de mes maintenant 20 ans de carrière, où j'ai été à la fois au 2e DPJ dans la lutte contre les stupéfiants, à la fameuse brigade criminelle, à l'époque où on était encore au 36 quai des Orfèvres, un premier passage à la BRI, police judiciaire des Hauts-de-Seine, et là depuis 2 ans et demi, un deuxième passage à la BRI. La BRI, c'est une brigade qui a dans son acronyme le R de recherche, donc avec ce travail qui a été présenté, mais qui a aussi le I d'intervention, qui a ce I de l'intervention dès l'origine, parce qu'on pensait à ce moment-là à l'intervention au moment de l'interpellation, sauf que après 1972 et les JO de Munich, l'ensemble des polices ont été contraintes de faire face à une nouvelle matière qui n'existait pas. C'est la lutte contre des commandos terroristes armés. Lors des JO de Munich, un commando terroriste palestinien prend en otage une délégation d'athlètes israéliens. Il y a de nombreux morts, de nombreux blessés. Ils arrivent à s'enfuir. C'est un échec pour la police parce que c'est une nouvelle façon de faire, une nouvelle forme de criminalité violente et organisée à laquelle la police fait face et qui déstabilise l'ensemble des polices qui se disent comment on va faire. Donc en France, les premiers à agir, c'est la préfecture de police, qui, contrairement à ce que feront plus tard les gendarmes et la police, la direction générale de la police nationale, qui gère les policiers en dehors de Paris, qui eux vont créer des unités spécifiques pour faire de l'intervention et uniquement de l'intervention. C'est le GIGN et ce seront les GIPN qui subiront l'OPA du RAID quelques années plus tard. Le RAID récupérera les GIPN. Contrairement à ces unités qui ont vocation à faire de l'intervention, à la préfecture de police, ils ont décidé de confier cette mission à une brigade qui existait déjà, qui était la BRI, parce qu'ils avaient constaté, le préfet de police a convaincu le ministre de l'Intérieur de l'époque qu'il n'y avait pas besoin de créer une unité spécifique, parce qu'il y avait déjà des policiers qui, dans l'exercice de leur métier, avaient l'habitude de se confronter à des équipes de délinquants chevronnés, armés, avec des échanges réguliers de coups de feu, et parfois des prises d'otages dans des banques, etc. Donc c'était une forme très proche de ce qui a ensuite été les attaques terroristes. Donc la BRI récupère cette mission supplémentaire et le I d'intervention devient le I de l'intervention tel qu'on l'entend aujourd'hui. Donc ça c'est en 72, cette mission-là est tenue par la BRI, c'est ce qui fait qu'en 2015, lorsqu'il y a une vague importante d'attentats en janvier 2015 puis en novembre 2015 à Paris, c'est pour ça que c'est la BRI qui est en première ligne avec le RAID, mais c'est bien la BRI qui gère l'intervention à Paris. Bon, il est vrai que 2015 c'est un changement d'échelle. C'est le type d'attaque, la typologie d'attaque, la violence, l'organisation des attaques, c'est un changement d'échelle qui
contraint la BRI aussi à une forme de mise à jour dans son logiciel de fonctionnement. Et pour pouvoir répondre à la menace qui a monté d'un cran, voire de 2 ou 3 crans, il a fallu recruter du monde pour pouvoir continuer à conserver la mission du R de recherche, la mission judiciaire qui est l'ADN de la BRI, et en même temps être à niveau, donc se former, s'entraîner régulièrement sur la partie intervention. Et donc en 2015, la BRI, qui était dans un format comparable aux autres unités de la police judiciaire parisienne, avec des groupes à 8 quand ils étaient à plein. Les groupes judiciaires, ils sont à 8 en général. C'est cette formation-là, c'est ce nombre-là qui est le nombre d'or. Là, ils ont été doublés. Donc en fait, les groupes sont passés à 16. Et donc c'est une organisation différente, un modèle différent, et d'une brigade avec une trentaine d'opérateurs, on est devenu à une brigade à une soixantaine, 70 opérateurs. Voilà. Donc ça a nécessité une grosse mise à jour, et puis une mise à jour avec du matériel, avec des moyens. Et puis en plus, ça c'est 2015, donc c'est une obligation de faire face à la menace. Et ensuite, depuis 5 ans, la préparation des JO, qui était aussi une perspective à laquelle il fallait absolument qu'on soit au niveau. Et là, cette fois-ci, pour but d'être en totale capacité d'interopérabilité avec nos collègues du GIGN et du RAID, parce que c'était les 3 unités qui allaient assurer la partie intervention pour sécuriser cet événement mondial. Voilà, donc un peu l'évolution sur la partie intervention. Il n'en demeure pas moins, comme le disait Joe, que la base du métier reste la même. Et ce qui occupe 80% du temps des policiers de la BRI, c'est bien le métier d'enquêteur. C'est bien un métier auquel on est seul, très souvent, discret, dans des voitures, des heures durant, à faire des surveillances et à passer beaucoup de temps dans la plus grande discrétion. Et très rarement, on est dans la gestion d'intervention. Ce sont vraiment des situations exceptionnelles. Pour vous donner une idée, on est intervenu dans Paris et Petite Couronne en 2024 26 fois. 26 fois, c'est 2 fois par mois. Donc si on n'a pas d'autres activités le reste du temps, on s'ennuie. Donc c'est pour ça que le judiciaire, c'est vraiment ce qui nous anime et ce qui, au quotidien, occupe les policiers de la BRI. Ce que vient de dire Pierre réveille en moi un certain nombre de souvenirs. Tout d'abord, la BRI, créée en 1964, est la mère de tous les groupes d'intervention. Ça a été le premier groupe d'intervention en France, c'est-à-dire un service dont le boulot était certes de faire des surveillances des filatures, mais à qui on a confié aussi les interventions les plus difficiles et les plus dangereuses. Celles que nous allions chercher nous-mêmes en étant en filature derrière des braqueurs pour les interpeller en flagrant délit, mais très vite, on a compris, le pouvoir politique, mais aussi les magistrats, que dans des situations un peu difficiles et compliquées, on pouvait faire appel à nous parce qu'on avait à la fois une formation, un état d'esprit, du matériel, désuet maintenant, mais c'était à l'époque moderne, pour des situations compliquées. Quand il y avait un forcené qu'il fallait aller neutraliser, ben c'est à nous qu'on faisait appel. Il y a eu, souvenez-vous, dans les années 75, une vague d'enlèvements en France. L'affaire Ampin, l'affaire Todorov, l'affaire Ampin qui s'était terminée par la fusillade le long de l'autoroute près du mur anti-bruit, l'affaire Azan, bref, il y a eu 5 ou 6 affaires d'enlèvement. Alors qu'en Italie, c'était une véritable contamination, les enlèvements, il y en a des dizaines et des dizaines. En France, il y en a eu 4 ou 5, et on a mis un terme à cette vague d'enlèvement. Pour 2 raisons. La première, c'est que politiquement, le chef de la brigade criminelle de l'époque, qui était le patron de ces affaires, le chef de la BRI, Robert Broussard, qui était un peu le bras armé sur le terrain, avait convaincu les 2 ministres de l'Intérieur de l'époque, en l'occurrence Christian Bonnet et Poniatowski, qu'il ne fallait pas payer la rançon aux voyous, et que dans toutes ces affaires d'enlèvement, lorsqu'il y avait des jeux de piste, les voyous téléphonaient, donnaient des messages pour récupérer la rançon, c'était bien évidemment toujours un policier qui prenait la place de la famille pour remettre la rançon, et à la remise de la rançon, la BRI était là, boum, on sautait sur les types, on les interpellait, alors même que l'otage
n'étaient pas libérés. Et la théorie qui s'est toujours avérée exacte de Pierre Ottavioli, il avait convaincu le ministre, on ne paye pas la rançon parce que ce que recherchent ces individus, c'est d'abord et surtout de l'argent, mais ils n'ont pas envie d'aller en prison pour assassinat. Ils iront peut-être en prison pour enlèvement, mais pas pour assassinat. On interpelle le type qui a la rançon, qui vient récupérer la rançon. Il nous donnera les noms de ses coéquipiers et on retrouvera les otages vivants. Et ça a toujours marché, sauf une fois à Lyon, où il y a eu un enlèvement, l'enlèvement d'un notaire qui s'appelait Chêne. La famille a traité avec les voyous dans le dos de la police. La famille a donné l'argent aux voyous dans le dos de la police. On n'a jamais retrouvé l'argent, mais on n'a jamais retrouvé l'otage. Donc, les affaires d'enlèvement, ça a été très vite réglé en France. Et il y a eu cette fameuse intervention dans l'affaire Ampin sur l'autoroute du Sud. La règle, les consignes qui étaient données par le chef de la criminelle, c'était, au type de la BRI, j'en veux un vivant. Et dans l'affaire Ampin, effectivement, un des deux voyous a été pris vivant. Il est monté dans l'ambulance, certains collègues ont discuté un peu avec lui, et 3 heures après, Ampin a été libéré, sans compter les autres affaires, etc. Donc, il y a eu des affaires d'enlèvement. On a travaillé aussi un petit peu à l'époque sur le terrorisme. C'était le début d'Action Directe. C'est évidemment pas le terrorisme islamiste que l'on connaît aujourd'hui, avec les situations extrêmes et exceptionnelles que vous avez connues à l'Hypercacher, c'est l'anniversaire, Bataclan, etc. Mais on a quand même travaillé sur ces fous furieux. Alors ce que je peux vous dire, pour avoir été amené à interpeller notamment pas Nathalie Minigon, mais sa copine Joël Aubron, j'ai interpellé avec mon équipe, hein, j'étais pas sur toutes les interpellations. Mais le jour où on était amené à interpeller, on est sorti de voiture, j'ai braqué Joël Aubron, je peux vous garantir qu'elle a levé les mains au ciel, à toucher le soleil, hein, elle n'avait pas envie de mourir. Donc ces gens-là qui sont capables d'aller vous tuer, un PDG de Renault qui sort de voiture et de l'achever, ou un général de l'armement, général Audran qui est rentré chez lui, garer sa voiture, c'était quand même pas vraiment des courageux. Mais revenons à la BRI. Donc, groupe d'intervention, c'était le seul à l'époque qui existait. On était une cinquantaine, une quinzaine pour les archives et les écoutes téléphoniques, et on était 35-36 pour travailler sur le terrain. Et quand il y avait des opérations compliquées, des forcenés à neutraliser, des individus dangereux, des types recherchés pour meurtre, braquage, assassinat, on faisait appel à nous. Et on avait dans ce domaine-là d'ailleurs une compétence nationale. On partait un peu partout en France pour des opérations ponctuelles. Aujourd'hui, chaque grande ville, comme l'a dit Claire, a un groupe d'intervention qui est maintenant une antenne du RAID. Mais au départ, il n'y avait que la BRI et le RAID qui a été créé en 1986 par Pierre Jox, qui est installé à Bièvre et qui a une compétence nationale, mais pas sur Paris. Non. Lutèce restera toujours Lutèce. Petit village, le village gaulois. Tout à fait. Il y a une évolution, en effet, sur la partie intervention, des méthodes, des moyens, etc. En revanche, je pense que aujourd'hui, les méthodes, par exemple, quand on travaille sur des enlèvements, on travaille exactement de la même façon que nos aînés. C'est eux qui ont défini les règles et on s'y tient. On s'y tient parce que ça fonctionne, comme l'a dit Joe. Et en plus, on s'y tient parce que eux en ont connu beaucoup plus que nous. Des enlèvements, des braquages de banques, ce type de criminalité qui a fait, encore une fois, l'ADN et la raison d'être de la BRI. Les événements étaient beaucoup plus nombreux qu'aujourd'hui. Et donc, ils avaient un savoir-faire qui était indiscutable. Les méthodes sont les mêmes. Et pour la petite anecdote, donc le nouveau chef de la BRI vient d'arriver, c'est l'ancien numéro 2 du RAID, qui a été aussi chef de la BRI de Lyon, qui a été aussi chef de la BRI antiterroriste, et on faisait un petit peu un point sur les enjeux pour 2025 pour la brigade, et notamment un des enjeux, c'était, pour certains dossiers, de revenir à des méthodes qui étaient déjà, finalement, celles de nos aînés, qui n'avaient pas les balises, qui n'avaient pas les traçages de téléphone, qui n'avaient pas les écoutes, tout simplement parce que ces méthodes aujourd'hui-là de l'enquête et d'aide à l'enquête des policiers, les voyous les connaissent et donc ne les utilisent plus. Donc on est obligé de revenir à des méthodes premières, enfin la manière dont on travaillait à l'époque, c'est-à-dire beaucoup de temps, beaucoup de gens, et puis un vrai savoir-faire
en filature. Si on n'a pas ça, finalement, notre plus-value, elle n'existe pas. Et donc, ce qui a été convenu avec les chefs de groupe et le chef de la BRI, c'était d'essayer de redévelopper sur des dossiers en relation encore avec la brigade criminelle, comme à ton époque, Joe, de retravailler avec des méthodes anciennes. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser des choses que nous proposent les moyens modernes, mais malgré tout, la base du travail sur la partie judiciaire, encore plus qu'hier, elle est vraiment la même que celle de la BRI des origines. Pour la partie intervention, lutte, notamment contre le terrorisme islamiste violent, il faut être humble aussi. On s'organise, on se forme. Chaque opérateur a 500 heures de formation par an, individuelle, d'entraînement, d'exercice, de formation. 500 heures, c'est énorme. Qui s'ajoute évidemment à leur mission d'enquête. Donc c'est vraiment un métier extrêmement prenant en termes de disponibilité, de vie de famille, de sacrifice personnel que ça implique. Mais dans cette réflexion qu'on mène sur la manière de s'entraîner au mieux pour faire face à une menace, il faut être humble parce qu'on s'entraîne toujours avec en tête l'événement passé. Et donc c'est ces modèles-là qu'on a en tête. Voilà. Alors on se renseigne sur comment ça fonctionne à l'international, ce qu'on peut voir comme événements terroristes à l'étranger, dans les pays qui nous entourent. Néanmoins, il ne faut pas imaginer qu'on a une lecture très claire de ce qui peut nous attendre comme événement sur le territoire national. Très souvent, on me pose la question, mais quel est l'état de la menace? Est-ce qu'il y a un risque particulier? Ça, je suis absolument incapable de vous le dire. On n'a pas ces informations-là. Il faut vraiment rester humble par rapport à ça et se dire que la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est se préparer au mieux, être le plus entraîné, être le plus organisé en termes d'organisation de service pour pouvoir répondre le plus vite possible à une menace si elle devait arriver. Mais encore une fois, on n'a pas de boule de cristal. Alors, je rebondis sur ce que tu viens de dire, parce que, bon, tu parles d'humilité, tu as raison. Les cinglés, les fous furieux et les cow-boys n'ont pas leur place dans ces services-là. À mon époque, encore une fois ancienne, quand on faisait une affaire qui était reprise à la télé le soir aux 20h, la BRI joue et gagne, etc. Dans les 3 ou 4 jours qui suivaient ce coup d'éclat, repris par la presse, on recevait des candidatures. Alors à l'époque, on n'avait pas d'ordinateur. Tout se faisait avec une plume et du parchemin. Et on avait des candidatures. On veut intégrer la BRI, je suis volontaire pour aller à la BRI, etc. Alors, on prenait ces candidatures, on les mettait aux archives, on les gardait bien soigneusement de côté. Et le jour où un poste se libérait et qu'on recevait des candidatures, ceux qui s'étaient manifestés à cette occasion étaient systématiquement éliminés. Parce qu'on ne voulait pas de cow-boys. C'est les coups d'éclat, les trucs, surtout pas. Parce que, comme tu l'as dit, il faut rester modeste, lucide, en même temps professionnel, c'est le cas, pour pouvoir réagir avec tout ce qu'on a pu acquérir d'expérience, de sang-froid, de méthodologie, d'utilisation du matériel, de cohésion de groupe, le jour J. Et je voudrais vous citer 3 exemples de 3 services différents pour vous dire quand même que d'une façon générale, on a des services en France dans ce domaine-là qui ne sont pas si mauvais que ça. Vous avez le RAID qui est intervenu à Neuilly quand il y a eu Human Bomb, qui avait pris en otage des enfants dans une école maternelle. Les enfants ont été libérés, le RAID est intervenu. Alors moi j'y étais pas, mais on me l'a raconté 100 fois l'histoire. Il devait y avoir 8 ou 10 gosses qui étaient encore dans la salle de classe. Les gens du RAID sont rentrés chacun avec un matelas pour se précipiter sur chaque gosse pour le protéger en cas d'explosion. Et un type du RAID, ou 2 peut-être, eux ont été chargés de neutraliser Human Bomb. Et à son âme. Le deuxième coup d'éclat, qui est absolument exceptionnel également, ce sont les gendarmes du GIGN à Marseille sur l'Airbus. Ça aussi, c'est un coup d'éclat absolument extraordinaire.
Et le troisième coup d'éclat, tu pourras peut-être nous en parler, pour moi c'est le Bataclan, bien évidemment. Alors, moi je n'ai pas connu des situations à mon époque aussi dures. Honnêtement, ça ne me frustre pas, hein. Je me sens pas dévalorisé pour ne pas avoir été au Bataclan. Nous, à notre époque, c'était plutôt des situations répétées. On faisait 2 à 3 interventions difficiles par mois sur des braqueurs, ou sur des forcenés, ou sur la neutralisation de gens dangereux. C'était chaque fois très chaud. Moi, en 5 ans de BRI, un de mes inspecteurs a été tué et 3 autres ont été blessés. Donc sur un effectif de 36, ça faisait quand même un taux de dangerosité, sans rentrer dans des statistiques qui n'ont peut-être pas forcément leur place, mais ça montre bien la dangerosité, la tension, comme c'était tendu à l'époque, de voir intervenir. En plus, on n'avait pas le matériel de maintenant. Aujourd'hui, ils ont 20 ou 30 kilos sur eux, vous les voyez avec les casques et machin. Nous, dans la rue, on intervenait sans rien. Il n'était pas question d'être un gilet pare-balles, parce que quand vous êtes en filature derrière des individus, si vous mettez les gilets pare-balles à l'époque, c'était des plaques d'acier, on pouvait en mettre 1, 2, voire 3, et à la 3e, vous commencez à avoir une scoliose, et vous ressemblez au bonhomme Michelin. Alors effectivement, si un voyou voit sortir d'une bagnole un type avec plein de trucs autour de lui, marchant comme ça, comme un robot, il dit tiens, c'est bizarre, c'est peut-être un policier. Hein. D'accord. Donc, on travaillait dans la rue sans gilet pare-balles, sans rien. Et même les interventions en appartement, quand on allait chercher des types à l'intérieur qui ne voulaient pas se rendre, il fallait défoncer la porte. On rentrait, on avait juste un gilet pare-balles, c'était quelques plaques d'acier, et ça nous protégeait moyennement. Mais quand même, je pense que notre volonté et notre détermination jouaient face aux voyous. J'ouvre une petite parenthèse. On était sur 2 braqueurs, deux méchants qui braquent à Paris-Vieille-Poste et pour se faire plaisir avaient molesté une employée ou des clients, peu importe. Les types sortent, on les voit sortir, on les prend en filature, ils reviennent sur Paris par la nationale, je ne sais plus combien, et contrairement à ce qui se passe dans Starsky et Hutch, les interventions en voiture dans la rue, c'est pas le gyrophare, le 2 tons, les coups de frein, c'est au contraire, tout se fait gentiment, tout se fait tendrement, la surprise étant l'élément le plus important de sécurité pour neutraliser les individus. Donc moi j'étais passager, mon coéquipier était au volant, on se positionne gentiment devant les 2 braqueurs dans la circulation. Derrière, une voiture de la BRI vient se positionner gentiment derrière la voiture des 2 braqueurs. Les mecs sont coincés, je donne le top intervention. Moi je gicle de mon côté, mon conducteur aussi. La technique est la suivante, on braque et on ne bouge plus. Nous on est là pour couvrir. Et les policiers qui sont derrière, eux, sortent de voiture également, mais vont à la voiture à main nue. C'est-à-dire ils ouvrent la portière, ils n'ont pas besoin d'avoir une arme, il faut qu'ils aient les mains bien dégagées, ouvrir la portière, si elle est bloquée, à ce moment-là, ils sortent l'arme, ils mettent un coup de crosse dans la vitre, ils sortent les types, les pinces dans le dos, ensuite palpation de sécurité, on fait les palpations une fois que l'individu a les 2 mains neutralisées, et puis l'affaire est réglée, l'interpellation est faite. On lève nos 2 types, et mon client avait une immense flaque sur son pantalon. Alors j'ai dit, toi tu es quand même un courageux, parce qu'il faut reconnaître que il y a une demi-heure, tu terrorisais des gens, et le mec me regarde, il me dit, tu sais, quand j'ai vu ta tête, j'ai cru que j'allais mourir. Bon. Ce qui veut dire qu'on doit avoir dans l'action vraiment des visages pas forcément chaleureux. Mais bon, après tout, le métier de flic, et surtout dans des services comme les nôtres, on ne va pas interpeller les individus avec un rameau d'olivier dans une main, et puis la photo de la Sainte Vierge dans l'autre. Hein. On sort, on braque, et puis si le mec bouge, boum, l'affaire est réglée. Donc ces 3 affaires, et Bataclan, Neuilly et Marseille, la réussite vient, pour moi, j'ai réfléchi avec le temps, et surtout quand je vois aujourd'hui ces situations extrêmes dont ils se sortent vainqueurs, et pourvu que ça dure, évidemment, pourvu que ça dure, c'est le résultat du professionnalisme, de la technique, du courage, du sang-froid et surtout du travail d'équipe. Dans ce type de service, quand vous intervenez, votre vie est entre les mains de vos coéquipiers. Et la vie de vos coéquipiers est entre vos mains. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous permettre la moindre erreur. Si vous commettez une erreur, vous pouvez payer la facture, c'est être victime de votre propre erreur,
Mais si vous faites une faute, c'est votre copain à droite ou votre copain à gauche qui peut payer. Ça crée des liens qui sont absolument indélébiles. C'est tout à fait juste. Le ressenti de la fraternité liée au travail, au quotidien, existe dans tous les services de police. Dans beaucoup de domaines professionnels, d'ailleurs, ceux qui ont l'habitude de travailler ensemble, en équipe, sur des dossiers qui peuvent être prenants, connaissent ça, une forme de fraternité qui naît de ça. Mais dans les services de police, encore plus, police judiciaire notamment, parce qu'on fait du travail de terrain, dans des conditions qui sont parfois dégradées, et à la BRI en particulier. Pour deux raisons, d'accord. D'abord, l'expérience commune qu'on partage, donc qui crée des liens, et ensuite, pour des nécessités vitales. Dans le temps éveillé, on passe 80% de son temps avec ses collègues. Si la vie en groupe n'est pas heureuse, joyeuse, animée de bonnes vibrations, c'est insupportable. J'en profite d'ailleurs pour vous expliquer comment on rejoint la BRI. Donc, ce sont des policiers qui sont déjà formés, qui ont déjà une expérience. On ne forme pas les gens. Les gens du GIGN, par exemple, prennent des gens assez jeunes parce que comme ils font le métier d'intervention, ils vont faire que ça. Et donc, ils les forment dès le début, ils les prennent assez jeunes, ils les forment dès le début, et ils vont toute leur vie faire ce boulot-là. Nous, on récupère des policiers qui doivent être déjà aguerris au métier de la filature, de la surveillance et de l'interpellation, parce que dès le moment où ils seront chez nous, ils devront être opérationnels sur cet aspect. Donc, ce sont des gens, souvent des policiers qui sont un peu plus âgés. La moyenne d'âge pour des gens qui rentrent à la BRI, c'est entre 30 et 32, 33 ans. Voilà. Donc c'est pas des policiers en début de carrière. Donc ils doivent avoir une certaine expérience. Et ensuite, si leur dossier est retenu, ils viennent passer une semaine de tests chez nous. Des tests qui sont physiquement très difficiles. Mais la seule raison pour laquelle ils sont physiquement difficiles, c'est parce qu'on veut voir ce qui reste dans la tronche des gars, ce qui reste de leur capacité de discernement, leur capacité à apprendre des choses, à comprendre des consignes, à s'adapter aux situations, et puis également ce qui leur reste de savoir-vivre, de savoir-être dans le groupe. Voilà. Si on s'aperçoit qu'un mec a de grosses compétences physiques, techniques, mais dès qu'il est fatigué, irascible, supporte pas la moindre remarque, on sait que ça durera 6 secondes dans un groupe où les personnalités sont fortes. Donc voilà, on recrute des gens essentiellement sur des capacités humaines, parce que c'est la matière humaine avant tout. Et puis à l'issue de cette semaine, ils vont faire 15 jours en immersion, ceux qui sont retenus, 15 jours en immersion au sein du service. Et encore une fois, cette immersion, elle a pour but de voir si les policiers, ces candidats, s'adaptent parfaitement, comprennent la manière de fonctionner de la BRI, et surtout si ça leur plaît, parce que parfois, c'est pas exactement ce à quoi ils s'attendaient. Et puis à la fin, s'ils sont retenus, ils ont 3 mois de tronc commun, où on leur apprend les techniques d'intervention, pour le coup, et là uniquement d'intervention, qui nécessitent d'avoir des techniques. Et on a chaque année des gens qui ont réussi les tests, ont réussi l'immersion, et ont échoué à la compréhension, à l'apprentissage des techniques d'intervention, alors qu'ils sont presque au bout. Ils ne sont pas retenus parce que voilà, ils n'ont pas les qualités, ce qui ne fait pas d'eux absolument pas des mauvais policiers. Ils ne sont juste pas adaptés à cette mission très spécifique qui est l'intervention au sein de la BRI. Mais, pour revenir à ce que tu disais, Joe, il est clair que ce qui se dégage d'un groupe de police judiciaire, et encore plus d'un groupe de BRI, ce sont des liens très forts. À la BRI, il y a une tradition de mémoire. On a régulièrement des moments qui réunissent les actuels de la BRI et les anciens de la BRI. C'est un plaisir pour tout le monde. D'abord parce que si je prends mon cas personnel, j'ai eu la chance d'être Topaz 2, donc le numéro 2 de la BRI, Topaz étant l'indicatif, donc top 2, et donc de parfois déjeuner à côté de Joe, à côté de Christian Flech, à côté de Michel Faury, qui sont pour moi des modèles et des gens qui m'ont donné envie de faire ce métier. Et c'est le cas pour moi, mais chez les opérateurs, c'est la même chose. Quand ils voient arriver des anciens qui ont fait partie de ces policiers qui leur ont donné cette vocation,
Et on retrouve, encore une fois, je le redis, cette notion de transmission et de fraternité entre tous les gens qui ont appartenu et qui appartiennent à cette brigade. Et c'est quelque chose qui est essentiel. Essentiel parce que ce partage-là, encore une fois, des expériences, des manières d'envisager son rapport au travail, son rapport aux interventions, ça nous aide à nous construire en tant que policiers, aussi pour faire face aux enjeux et aux difficultés de ce métier. Alors, je ne sais pas si déjà à ce stade, vous avez des questions à poser éventuellement. Est-ce que vous avez des femmes dans la BRI? Alors là, je vais répondre parce que c'est ma fierté, puis après, toi, tu pourras compléter. Avant d'être à la BRI, j'étais au STUP. Alors là, je vais parler à la première personne du singulier, même si ça peut paraître matu orgueilleux. J'étais au STUP et on m'avait recommandé une inspectrice de police. À l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Il faut se souvenir qu'il y a 50 ans, des femmes dans la police, c'était le début. Et on m'avait recommandé et je l'ai fait venir. Et elle a travaillé avec nous pendant 3 ans et elle était exceptionnelle sur les surveillances, les filatures et même les interventions. Et quand je suis passé à la BRI, j'ai dit à Broussard, il n'y a pas de femme à la BRI. Moi, j'en connais une, elle a été sous mes ordres pendant 4 ans, je te la recommande. Et Broussard a dit OK. Et on a fait venir cette jeune femme, Odile, qui a rejoint la BRI. Voilà, donc moi, j'ai ouvert la voie. Après, il faut dire que la voie, c'est un peu amenuisée. Néanmoins, aujourd'hui, à la tête de la section opérationnelle, donc des 4 groupes de terrain de la BRI, à sa tête, il y a une femme commissaire, Chloé Pascal, qui a été commissaire en bac nuit, qui a été commissaire au service de la protection des personnalités, donc qui s'occupait de la sécurisation des grands sommets internationaux, et qui ensuite a rejoint la BRI, et qui a notamment été la grande architecte du dispositif BRI pour les JO, et qui dirige cette section parfaitement. Néanmoins, bien que les tests soient ouverts aux femmes, et qu'il y a quelques sessions où des femmes se sont présentées, pour le moment, aucune d'elles n'a réussi à franchir la phase des tests. Je suis très favorable, moi, à la présence de femmes à la BRI, mais il ne faudra pas qu'on se trompe sur le premier recrutement. Voilà, parce que la crainte que j'ai, c'est que si on devait un peu forcer la main et mettre en place quelqu'un qui n'est pas tout à fait apte à le faire, ce sera un argument pour reculer de 10 ans et dire, bon, vous voyez, c'est pas la place des femmes à la BRI, donc pour le moment, la chef des groupes opérationnels est une femme, mais c'est tout. Et sinon, dans la section d'appui, il y a des femmes, notamment dans ce qu'on appelle la documentation opérationnelle, qui est un élément très très important de la BRI, qui est un peu j'allais dire le cerveau de la BRI, et bien, qui a la mémoire de l'ensemble des surveillances qui ont été faites, donc avec tout un tas de fichiers. À chaque fois qu'une surveillance est faite, il y a ce qu'on appelle un blanc, avec des éléments qui décrivent la surveillance, qui est venu, quelle bagnole, à quelle heure, quelle adresse, etc. Tout ça, c'est archivé. Et ça permet aux gens de la documentation opérationnelle d'être au service de ceux qui sont sur le terrain. Prenons un exemple, les policiers de chez nous ont repéré un véhicule volé qui pourrait servir à commettre des infractions, mais on ne sait pas qui l'utilise et on ne sait pas pour quel type d'infraction. Donc les policiers se mettent en surveillance, le véhicule bouge, ils se rendent à une adresse, un individu sort de cette adresse. Lorsqu'on rentre l'adresse dans nos archives, on ressort un nom d'un individu qui est connu pour faire des vols fausse qualité, qui correspond à la description de l'individu qui est sorti. Voilà, un élément qui va permettre d'éclairer les policiers sur le type d'affaires sur lequel ils s'engagent. Bon, c'est un exemple parmi d'autres. C'est aussi des gens qui travaillent avec tout le réseau de caméras de surveillance de la ville de Paris et qui permet dans Paris d'aider à la filature des collègues qui sont sur le terrain. Il y a de nombreuses surveillances qui se font quasiment qu'à la caméra. Les véhicules sont autour, à distance, pour être sûr de ne pas se faire repérer. Et la surveillance se fait par les policiers de la documentation opérationnelle. Donc dans ces groupes-là, il y a des femmes. Pendant un moment, il y a eu pas mal de braquages des camions de transport de fonds. C'était assez terrible, de mémoire. Ça s'est stoppé, il n'y en a plus? Oui, non, il n'y en a plus parce qu'il n'y a quasiment plus de transport de fonds. Ah.
d'accord. Tout simplement. Tout simplement, Et ouais. parce que c'était terrible. Il y a une époque où effectivement il y a le fameux Nino Ferrara avait une capacité à faire péter des tirelires, ce qu'on appelle des tirelires, donc des fourgons blindés des convoyeurs de fonds. Il faisait des cadres d'explosifs qui permettaient d'aller très vite pour pouvoir ouvrir et accéder très rapidement à l'argent. Voilà, donc il avait des équipes qui utilisaient ses compétences. D'ailleurs, c'est une de ces équipes qui est allée le sortir de prison violemment à la santé parce que c'est un savoir-faire assez rare que lui maîtrisait, qui sont allés le chercher pour lui dire on a besoin de toi. Entre les braquages de banque que vous avez évoqués au début et des actes comme le Bataclan où en fait on change totalement d'échelle. On parle au début, comme vous avez dit, de quelqu'un qui n'a pas forcément envie de tuer ses otages à des gens qui sont là pour tuer le plus de monde possible. Donc comment ça change l'approche des personnes et les formations? Alors je vais te laisser la parole parce que c'est plus pour toi que pour moi, mais vous avez effectivement soulevé la vraie question, c'est qu'aujourd'hui, mes petits camarades de la police et de la gendarmerie connaissent avec l'islamisme, le terrorisme islamiste, une situation que nous n'avons jamais connue. Nous, quand on braquait des voyous ou des terroristes, même action directe, on a fait aussi du terrorisme d'Extrême-Orient, mais ce n'était pas du fanatisme religieux, c'était des règlements de compte politiques. Les types n'avaient pas envie de mourir. Aujourd'hui, vous avez en face, et toi tu peux y répondre. Moi, je ne peux pas, je n'ai pas connu cette situation. Alors, d'un point de vue purement opérationnel, avant d'évoquer des enjeux peut-être plus psychologiques, l'enseignement tiré des événements de 2015, il faut gagner la bataille du temps. Voilà. Chaque minute qui passe avant qu'on intervienne, c'est du temps pendant lequel des gens sont abattus. On part de l'hypothèse d'une tuerie de masse. Donc il faut organiser le service pour répondre à cet enjeu de temps. Ça veut dire, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, doubler le nombre d'effectifs pour pouvoir avoir des gens 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en mesure d'intervenir en moins de 30 minutes sur une crise. Voilà. Ça, c'est la première chose qui a été faite. Une fois qu'on arrive sur site et que la situation est figée, pour peu qu'elle le soit de toute manière, on l'a vu ces derniers temps, depuis novembre 2015, les situations de crise ont été gérées par les primo-intervenants, donc par les policiers de tous les jours, d'ailleurs dont l'armement a été augmenté, les moyens de protection ont été augmentés, etc. Mais si tant est qu'un jour il devait y avoir à nouveau ce type de situation, on sait que la négociation, à ce moment-là, la phase de négociation qui existe à chaque fois, n'a pas pour but d'obtenir la reddition, parce qu'on ne l'obtient pas, on sait que ce n'est pas l'objectif des preneurs d'otages, mais c'est que ce qu'on appelle une négociation tactique qui a pour but de gagner du temps et puis de permettre de mettre les policiers qui sont voués à intervenir dans les meilleures conditions. Après, d'un point de vue psychologique, les policiers qui sont intervenus sur ce type sur l'hypercachère et puis sur le Bataclan ont le sentiment quelque part d'avoir eu un grand coup de chance et d'avoir échappé à la mort, parce que la détermination et l'armement et la raison pour laquelle ils y ont échappé tient à la fois de leur professionnalisme, mais aussi d'une part de chance. Voilà. Il y a quand même une part de chance qu'ils ont tous reconnue. Et d'ailleurs, c'était très important qu'ils reconnaissent cette part de chance dans la réussite, parce que ça leur permet derrière de s'entraîner encore plus pour que cette part de chance elle soit la moins déterminante possible. C'est l'objectif. Quand Napoléon disait, on lui présentait un général et il disait est-ce qu'il a de la chance, derrière cette question, c'est tout ce que tu viens de dire. En réalité, c'est pas à chaque fois un coup de poker. Hein. On ne dit pas tiens on y va pas. La chance, on va la chercher. Parce qu'en réalité, vous la réduisez au strict minimum. Alors, il y aura toujours au dernier moment peut-être un petit élément favorable ou même pas défavorable, ouais. Mais jusqu'à présent la chance a toujours marché parce que le professionnalisme et la détermination étaient réunis permettant la réussite. Je me demandais combien de gens demandaient à entrer à l'ERI et combien vous en retenez à peu près chaque année? On a une cinquantaine de candidatures au moment où on ouvre les possibilités de s'inscrire. Sur cette cinquantaine de candidatures, on en retient une vingtaine. Sur cette vingtaine qui viennent de la première semaine de test, il y en a une dizaine qui sont retenues pour l'immersion. Il y en a 6, 7, 5, voilà, la moitié, voilà, à peu près un peu plus de la moitié qui est retenue définitivement.
et parfois un ou deux qui s'en vont après. Là, par exemple, les chiffres que je vous donne, c'était pour cette année, parce qu'on vient d'intégrer aujourd'hui les nouveaux, là, qui viennent de terminer leur formation. Donc, il y en avait 50 dossiers présentés, 24 candidats à la semaine de test, une dizaine en immersion et 5 qui sont rentrés définitivement. Pour en revenir à la présence des femmes, moi je pense qu'il y a quand même un avantage d'avoir par exemple sur des filatures ou des plans qu'une femme dans un équipage, vous voyez. Absolument, c'est pour ça que j'avais fait venir cette jeune femme au STUP et qui était d'une valeur ajoutée extraordinaire. Et c'est pour ça qu'on l'a récupérée après à la BRI. Mais vous verrez jamais 2 hommes dans la même voiture en filature à la BRI. Toujours un. S'il y en a un deuxième, vous ne le verrez pas. Ah oui, Il est dans le coffre. Vous étiez sur l'infirmerie, monsieur? Ouais, c'est moi qui ai braqué Mesrine. Mais j'ai pas ouvert le feu. Vous voulez que je vous raconte les histoires de Noël? J'y vais? Ah bah vas-y. Bon, ça va être rapide. J'ai jamais entendu. Mesrine, ça te dit quelque chose? Vaguement. On reprend l'enquête en petit groupe et on découvre que Mesrine avait sympathisé en prison avec un fou furieux qui s'appelait Boer. Il est mort depuis, lui il est mort d'une crise cardiaque, on l'a pas tué. Et Boer recevait en prison une visiteuse de prison qui s'appelait Noël et qui elle était en liberté. C'est une enseignante. Et comme elle était enseignante, on a été regarder dans les fichiers de la Maïf et on a découvert que Noël possédait un véhicule. Donc on a identifié le véhicule de cette dame. Et ensuite on est allé au PV, au service des procès-verbaux. On a fait tout ça un peu à la main pour voir si ce véhicule était verbalisé. Et on a découvert que ce véhicule avait eu à plusieurs reprises des PV pour stationnement du côté de l'église de la Trinité. Et là on a commencé à tourner avec nos bagnoles pour voir si éventuellement on n'allait pas tomber sur cette voiture. Et boum, on est tombé sur cette voiture. On a planqué sur la voiture. Alors tout ça, ça a pris des semaines et des semaines. Hein. Ouais. On a vu arriver la fille, elle est repartie, elle est revenue. La filature s'est bien passée parce que comme elle n'avait pas une mentalité de voyou, donc qu'elle se sentait en sécurité, on l'a vu sortir de sa bagnole et rentrer au 101 rue Saint-Lazare. Et là, 101 rue Saint-Lazare, on a fait tous les appartements, enfin d'extérieur, tous les numéros de téléphone. On a identifié son appartement et on a branché l'appartement de... Et on a découvert que dans l'appartement, il y avait Boer, le complice de Mesrine. Et un jour, quelques jours alors après le branchement, un coup de téléphone arrive dans cet appartement. Alors il faut savoir qu'à l'époque, si vous receviez un appel de l'extérieur, il était impossible d'identifier l'origine de l'appel. Si en revanche le téléphone était branché et que vous appeliez un numéro de téléphone, le numéro de téléphone apparaissait. Donc on avait nos écoutes téléphoniques. Le coup de téléphone arrive, mais on ne sait pas d'où, puisque ce n'est pas la technologie d'aujourd'hui. Hein. Et puis on entend une voix rauque, il y a un échange rapide de propos d'une banalité affligeante. Et quand on écoute, ceux qui avaient travaillé sur Mesrine disent « il n'y a pas de problème, le gars qui vient d'appeler là, c'est Mesrine ». Donc on décide de mettre une filature sur Boer, et on les voit sortir, on est la fin octobre de 1979, et on prend en filature Boer et il nous amène rue Béliard, la filature la plus facile qu'on ait jamais eu à réaliser en 40 ans de BRI, parce qu'ils étaient gentils, ils étaient tranquilles. Ils se garent rue Béliard, rentrent au 36 ou 37 rue Béliard, ressortent 1 heure après avec un autre couple, montent tous les 4 dans la voiture, vont boulevard Ornano, nous on les prend en filature. Moi, j'avais à mes côtés un coéquipier, j'étais au volant, un coéquipier qui avait travaillé sur Mesrine. Je me positionne gentiment, je dépasse, et mon coéquipier dit à la radio, c'est bon les mecs, c'est bien Mesrine, c'est lui à 200%. Donc, ils vont au boulevard Ornano, ils sortent de voiture, il faisait doux, il faisait bon, la nuit était déjà tombée, et ils vont faire des courses, des commissions, ils vont acheter des chaussures, et finalement ils rentrent chez eux et on n'intervient pas. On nous a souvent posé la question de savoir pourquoi on n'était pas intervenu alors qu'on les avait à portée de main et qu'on les a eus pendant 2 heures à portée de main à pied, pour une raison très simple. C'est qu'il aurait fallu qu'on intervienne simultanément, à la seconde près, sur les 4 en même temps, avec des équipes disséminées. Et ça, c'était un véritable balai
qu'il les était impossible de réaliser, parce que s'il y avait eu un décalage entre la première interpellation, un décalage de temps, et la deuxième, ne serait-ce que 10 ou 15 secondes, comme sont des types qui ont des réflexes, alors qu'on saute sur Mesrine en premier, ça aurait été évidemment logique, mais derrière il y avait Boer, et derrière il y avait sa copine Sylvia Jean-Jacot, il y avait l'autre. Sylvia Jean-Jacot avait plusieurs reprises la sacoche de Mesrine en bandoulière dans laquelle il y avait des grenades. Donc on les interpelle, mais on n'arrive pas à coincer tout de suite Sylvia Jean-Jacot. On lui laisse 15 secondes de flottement, elle sort la grenade, elle prend quelqu'un en otage et on est obligé de les relâcher. Donc hors de question d'intervenir dans la foule, avec les risques en plus que ça comportait. Excuse-moi, mais oui. qui prend cette décision? Elle est courageuse. Tes mecs, ils poussent pas là? Non, personne ne pousse. Bon, il y a Broussard est sur le terrain, Ouais. Moi je suis également sur le terrain, et l'échange est très laconique. Hors de question d'intervenir dans la foule, c'est tout. Donc l'affaire est réglée. Pas facile à faire. Ça. Alors évidemment, le soir même, parce qu'on tourne au 36, il y a le débriefing, le directeur de la PJ, les autres, je me souviens du sous-directeur, la petite anecdote, qui me prend à part, il n'ose pas aller voir Broussard pour lui poser la question, mais il me prend moi, bon, je suis encore un petit jeune à qui poser la question, puis il me dit pourquoi vous n'êtes pas intervenu? Du style, vous les cadors de l'anti-gang, vous avez eu peur, vous n'avez pas osé. Je lui dis, monsieur, si on intervient, on déclenche une fusillade dans la foule, ça aurait été une catastrophe. Bon, le mec il a compris, il n'avait jamais été à la BRI. C'était Poix Blanc, c'est un type bien, c'était grand chef de criminels, les affaires criminelles, les enquêtes judiciaires, mais l'opérationnel, il ne savait pas ce que c'était. Donc je lui ai expliqué. Et le surlendemain, Mesrine et Sylvia Jean-Jacot sortent de l'immeuble, montent dans une voiture, la fameuse BMW que nous ne connaissions pas, chargent une petite valise dans le coffre, parce qu'ils allaient, on ne le savait pas ça, ils allaient en grande banlieue pour visiter un appartement parce qu'ils voulaient déménager. Ils sortent de la rue Béliard, vont se positionner sur la place Clignancourt. Et on avait prépositionné un camion avec 4 tireurs, pas pour procéder à l'interpellation, mais pour couvrir une éventuelle interpellation dans la rue. Il faudrait que je vous explique la topographie des lieux, mais on avait imaginé que Mesrine puisse sortir à pied de chez lui pour aller se déplacer à pied du côté du boulevard Ornano. Et il y avait à l'époque une rue qui était désertée, peu fréquentée, avec un terrain vague. Aujourd'hui, il n'y a que de la construction. Et on s'était dit, on tente une interpellation à pied dans la rue, mais si Mesrine réagit vite, le camion avait été positionné à l'angle du boulevard Ornano et de cette fameuse rue, et les types, au fusil, boum, l'auraient séché à distance. Finalement, il monte dans sa voiture, le conducteur du camion, au prix d'une manœuvre absolument extraordinaire, remonte le boulevard Ornano, débouche devant Mesrine, qui arrivait de la rue Béliard, se positionne très gentiment, encore une fois, comme je vous l'ai dit, pas de gyrophare, pas de pneus qui crient, ça se fait très naturellement, il se positionne devant Mesrine, lequel d'ailleurs lui fait signe de passer en bon conducteur correct et élégant. Moi, je suis au volant de mon véhicule, je me positionne sur la droite de Mesrine, légèrement décalé avec 1,50 m, 2 mètres d'avance par rapport à Mesrine. Je regarde discrètement Mesrine, il est au volant de sa voiture, et puis soudain, je me rends compte que le camion qui est devant Mesrine, c'est notre camion. Je ne l'avais pas vu. J'étais tellement concentré sur Mesrine que je ne me suis pas rendu compte tout de suite que le camion qui coinçait Mesrine était le nôtre. Et qu'est-ce que je vois? Il y a la ridelle métallique du camion. Les types étaient en fait couchés au fond du camion, près de la cabine de conducteur, mais la bâche était déjà relevée. Vous n'allez quand même pas vous imaginer que les mecs ils allaient relever la bâche. Ne bouge pas, on va attacher le truc. Attends, excuse-moi, j'ai pas encore. Bon, la bâche était déjà relevée. Et les types avaient Mesrine dans le collimateur. Ils ne bougeaient pas. Quand je vois ça, j'ai dit les coincés. Je sors de voiture, je braque Mesrine. Mesrine me voit. Et là, il lâche le volant. Et les types dans le camion ouvrent le feu. Ils n'ont pas attendu qu'ils prennent une arme ou les grenades pour ouvrir le feu. Donc je vous dis ça parce que j'ai toujours tenu ces propos. Je ne vois pas pourquoi d'ailleurs, sur une affaire, on ne peut avoir qu'une seule version. On ne peut pas avoir deux versions. Quand vous avez deux versions différentes sur une affaire, c'est que vous mentez. C'est qu'il y en a une qui n'est pas bonne. C'est mécanique. Bon. C'est ce que j'ai raconté au juge, c'est ce que j'ai toujours dit. Et je me souviens qu'il y a une vingtaine d'années, Sylvia Jean-Jacot, sur une émission de télévision, avait dit « J'étais assis à côté de Jacques, on écoutait de la musique, et soudain, j'ai vu sur ma droite un policier sortir de voiture avec une arme à la main.
Et ensuite, il y a eu les coups de feu. Donc elle a confirmé ce que j'ai toujours dit. Alors, la seule question qui peut se poser, bon, vous savez que la plainte a été classée et la légitime défense a été retenue, confirmée en cassation. La seule question que l'on pourrait se poser, c'est, alors encore ces décisions qu'on prend en une fraction de seconde, hein, après coup, on refait le monde, on met Paris en bouteille, on peut faire des miracles. La seule question qu'on pourrait se poser, fallait-il que nous attendions qu'il se saisisse d'une arme pour ouvrir le feu, ou est-ce qu'on a eu raison d'ouvrir le feu avant qu'il ait eu la possibilité? On ne savait pas qu'il avait des grenades. On savait qu'il était armé. Ce type-là, il dormait avec un revolver sous l'oreiller, il allait aux toilettes avec le calibre à la main. Si on lui avait laissé la possibilité de s'emparer d'une de ces grenades. Alors, ces grenades, elles étaient dégoupillées. Je sais pas, tout le monde n'a pas fait forcément son service militaire, mais la grenade était dégoupillée. La cuillère de la grenade était retenue par un élastique. C'est une technique qui est très connue des commandos et des militaires. Il prenait la grenade à la main avec l'élastique, il enlevait l'élastique. Il tenait la grenade à la main. On ouvre le feu, la grenade explose. Et ça fait des dégâts. Donc, les collègues qui étaient dans le camion ont ouvert le feu dès lors qu'ils ne voyaient plus ses mains. Et la Cour de cassation et les magistrats ont considéré que ça nous mettait en situation de légitime défense. Merci pour ton honnêteté, mais il y a une question à laquelle tu ne réponds pas, et il va falloir un jour y répondre. C'est, on dit Mérine ou Mesrine? Alors moi, faut te mouiller. Alors moi j'ai toujours dit Mesrine. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'on a toujours dit Mesrine. Bon bah écoute, on ne saura pas alors. Alors après, je rappelle que le personnage n'était pas du tout le romantique Libération en a fait un héros de résistance. Lui-même a essayé de se faire passer pour un héros. Mais juste en passant, on va faire une synthèse de son palmarès. Il avait tué au Canada 2 gardes-chasse pour le plaisir, avec un fusil à distance. En France, il avait enlevé un journaliste. Alors je me souviens qu'un jour, un type de Libé avait dit « Ouais, mais c'est un journaliste de Minute ». Ouais, les mecs de Libé, c'est quand même gonflé par moment. C'est un journaliste de Minute. Il l'avait enlevé avec... Il l'avait emmené dans une grotte au nord de Paris, à une cinquantaine de kilomètres de Paris. Il l'avait torturé, déshabillé, torturé, humilié. Quand je dis humilié, vous imaginez ce qu'ils avaient fait. Et après, il lui avait mis 2 balles, une dans la bouche et l'autre dans l'épaule. Ce journaliste, dont j'ai le nom en tête, s'en est tiré miraculeusement. Il était allé au domicile du président de la cour d'assises qu'il avait condamné, le président Petit. Ses enfants étaient là avec sa femme. Ils ont été molestés. Il était allé à son appartement pour le tuer. Dieu merci, Petit n'était pas là. Il a ouvert le feu à plusieurs reprises sur les policiers, braquage à Deauville. Il n'y avait pas d'idéologie, mais il avait la posture d'un terroriste, c'est-à-dire d'un terroriste islamiste. Psychologiquement, son objectif, c'était quand même de mourir. Quand il écrit L'Instinct de mort, Sylvia Jean-Jacot a écrit il n'y a pas longtemps un livre, je ne l'ai pas lu, qui s'appelle L'Instinct de vie, où elle raconte un certain nombre de choses d'ailleurs, qui confortent ce que je vous dis. Et ce type était vraiment parti dans une logique suicidaire, comme un terroriste islamiste, sauf que lui, sa motivation n'était pas religieuse. Voilà. Donc sur Mesrine, on n'a jamais entendu parler de vous, mais on a toujours entendu parler de Broussard. Il était sur les lieux ou pas? Broussard était le chef. Broussard, c'est normal qu'on parle de lui, parce que le chef de service, on doit en parler quand c'est la gloire, et on doit en parler aussi quand on est dans le pétrin. C'est le boulot du chef de service. Broussard n'était pas au contact de Mesrine, pour une raison très simple, c'est que Broussard, déjà sa gueule, elle était connue du monde entier. Il avait une jolie barbe blanche comme vous d'ailleurs, soit dit en passant, ça faisait partie du mythe du personnage. Et il était hors de question que Broussard soit au contact de la filature, parce que si Mesrine l'avait vu, l'effet de surprise ne jouait pas et ça aurait pu être une catastrophe. Donc il était avec l'autre commissaire de police de l'autre service qui travaillait avec nous, qui s'appelait l'Office du banditisme. Il était avec Lucien Aimé-Blanc dans une camionnette fermée et hermétique. Il suivait les opérations, il pouvait donner des instructions, mais il n'était pas au contact parce que c'était pas sa place. Et ça, je le dis clairement, parce que Broussard est le commissaire de police, il a été 10 ans à la BRI, et le commissaire de police qui a des états de service en matière d'intervention et en matière de coup d'éclat uniques dans l'histoire de la police française. Donc son courage ne peut en aucun cas être remis en question.
sa détermination, sa volonté. Il y a eu un premier chef qui s'appelait Lemuel, et Broussard est le deuxième chef charismatique et emblématique de ce service. Mais effectivement, il n'était pas au contact de Messrine, ça n'était pas sa place. Pour la BRI, on voulait savoir combien de temps les fonctionnaires restaient dans ce service. Ça change beaucoup. Je crois qu'à ton époque, une fois qu'ils y étaient, ils y restaient. Ah, moi j'ai vu des gars qui sont restés 20 ans. Ouais. Aujourd'hui, il y a encore des gens qui font leur carrière à partir du moment où ils sont arrivés. Le sacrifice personnel est tel qu'il y a un moment où très souvent, pour l'équilibre familial, ils disent qu'ils considèrent que voilà, ils ont beaucoup donné pour leur plaisir aussi, faire la musique qu'ils aiment, et voilà, ils vont rendre un peu à la vie de famille et partir souvent en province dans des services un peu moins chronophages. Donc voilà, et ça va de 10 ans à quelques personnes qui restent 30 ans au sein du service. Mais de plus en plus, les policiers de la BRI sont comme l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Aujourd'hui n'est plus le même, et un peu plus des gens qui font un peu plus attention à ça. Donc il n'y a pas d'obligation de rotation. C'est des systèmes de contrats qui sont renouvelés tous les 4 ans. Si tu fais pas de conneries et que tu bosses bien, il n'y a pas de raison qu'on le renouvelle pas. Voilà. La BRI, c'est une drogue dure. Moi, j'ai fait la première partie, j'étais célibataire, ensuite je me suis marié, et on a eu un enfant. Et j'étais toujours chef de la BRI. Et puis j'ai eu chaud 2 ou 3 fois. Bon, je n'ai jamais dit à ma femme, je ne racontais pas mes exploits, c'était pas la peine. Et un jour, alors que j'étais chef de la BRI, je n'ai pas demandé à partir. J'ai été contacté par la direction générale de la police nationale, où on m'a proposé de créer l'UCLAT, c'est l'unité de coordination de lutte antiterroriste, avec le premier chef de la BRI. C'est-à-dire que le premier chef de l'UCLAT, l'unité de coordination de la lutte antiterroriste, a été François Lemuel, premier chef de la BRI. Et quand tu lui as confié l'UCLAT, il m'a appelé, il m'a dit « Kiri, est-ce que ça vous intéresserait de venir avec moi comme numéro 2 ?» Sur un plan de la saveur du travail, je savais que je serais perdant. Parce que j'ai laissé tomber le jean, les cheveux longs, le blouson et le calibre. Et c'était un travail administratif. C'était plus un travail de terrain. Il y avait certes une dimension opérationnelle, parce qu'il s'agissait de faire travailler tous les services ensemble. Il y avait un aspect psychologique de faire bosser la PJ avec le contre-espionnage avec les RG. Bon, il y avait un petit travail de nounou, mais aussi de choisir les objectifs. Il y avait quand même une dimension, je dirais, intellectuelle, peut-être différente. Pas supérieure, mais différente. Et le terrain, c'était fini. Et j'ai réfléchi 24 heures et j'ai accepté la proposition pour 2 raisons. La première, c'est que je quittais la BRI et que je savais que j'allais faire plaisir à ma femme. Et la deuxième raison, c'est que le poste que l'on me proposait était quand même un poste prestigieux et important, et que je n'étais pas perdant en termes de carrière. On a le droit de penser aussi à ses intérêts personnels. Monsieur Lecause, étiez-vous présent dans la colonne d'assaut au Bataclan? Non. J'étais au Bataclan parce que j'étais à la brigade criminelle à cette époque, donc on avait en charge les constatations. Donc j'étais au Bataclan en attente de la fin de l'assaut, à l'extérieur. À titre personnel, je voulais déjà rentrer à la BRI, c'était le service qui justifie ma vocation pour rentrer dans la police. Donc évidemment à ce moment-là je vais rentrer, mais pour être très honnête, j'ai cogité. C'est-à-dire qu'à l'issue de la soirée, je me suis dit, ce à quoi on fait face ce soir les collègues de la BRI, c'est d'une autre nature que je pouvais imaginer du métier. Et donc j'y suis rentré 1 an après, mais j'y suis rentré en ayant bien pris conscience de ce à quoi je m'exposais. Oui, il faudrait vous demander, pour les gros dossiers comme l'histoire de l'Airbus de Marignane, qu'est-ce qui décide de l'unité qui intervient chez N, RAID, vous? 2 choses. Le principe de la compétence géographique. C'est-à-dire que là où on est, si on est en zone gendarmerie, c'est le GIGN. Si on est en zone police, en dehors de la préfecture de police, c'est le RAID. Si on est en zone préfecture de police, c'est la BRI. Néanmoins, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'enseignement des attentats de 2015, c'est de dire qu'il faut aller le plus vite possible. Donc il y avait eu quelques polémiques au moment du Bataclan qui avaient été, comment dirais-je, agitées par quelques gendarmes un peu aigres qui avaient dit que le GIGN était là, qu'ils auraient pu intervenir plus vite, etc. Ce qui a été démontré non seulement par l'ensemble des journalistes qui ont été un peu sérieux, mais à la brigade criminelle, nous avons dû
épluché à la demande du ministre l'ensemble des caméras de surveillance, comme on l'aurait fait pour une affaire criminelle, pour bien démontrer évidemment, il n'y avait pas de colonne du GIGN en mesure d'intervenir à qui on aurait dit non. Mais toutefois, pour éviter toute polémique, le principe, c'est qu'en cas de procédure d'urgence, en cas de tuerie de masse en cours, c'est les premiers qui peuvent intervenir qui intervient. Si la situation est figée, ensuite, ce premier intervenant, s'il n'est pas l'unité territorialement compétente, elle reste et elle se met au service du chef des opérations d'intervention compétent territorialement. Voilà. C'est la règle. Il y a un avant et un après novembre 2015. Et comment le Bataclan a quand même changé votre manière d'opérer, s'il y a eu un changement de manière d'opérer? Oui, mais alors ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. La différence, elle est dans la conscience de la nécessité d'être le plus professionnel possible, parce qu'on peut avoir à faire face à des confrontations très dures. Et donc, il faut être le plus professionnel possible, comme disait Joe tout à l'heure, pour limiter l'influence du facteur chance au maximum, et organiser le service pour être le mieux à même de répondre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à une menace sur le territoire parisien. Et puis, on a modifié les doctrines, modifié les moyens, etc. Voilà. Merci. Est-ce que les policiers, même quand ils ne sont pas en fonction, en vacances ou autres, ils ont leurs armes avec eux? Ça peut arriver, ouais, c'est possible. Il y a toute une série de conditions administratives pour ça, mais oui, c'est possible. D'ailleurs, pour une petite anecdote, pendant les Jeux Olympiques, on avait un poste de commandement au salle Jacques Capella, qui est du nom d'un policier de la brigade criminelle qui a été abattu par des terroristes lors d'un échange de coups de feu sur une prise d'otage à l'ambassade d'Irak. C'est ça. Donc Jacques Capella a donné son nom à la salle de crise du 36 quai des Orfèvres, qui est devenu le poste de commandement des 3 unités d'intervention pendant les JO. Et donc on avait à gérer les alertes qui étaient susceptibles d'engager la BRI, le RAID ou le GIGN pendant les Jeux Olympiques. Et là, on a eu un nombre important d'individus déclarés armés et déambulants dans le métro, et la plupart du temps, c'était des collègues en civil qui rentraient chez eux. D'où l'utilité de ce poste de commandement. J'avais une autre question concernant, vous avez parlé de collaboration avec le RAID et le GIGN notamment, et je me demandais, surtout pour l'aspect recherche de la BRI, comment ça se passait avec la DGSI, parce que j'imagine que eux peuvent vous fournir des informations utiles, notamment en termes de terrorisme par exemple, et comment vous collaborez avec eux? On ne collabore pas avec eux à ce niveau, enfin à ce moment de l'enquête. En fait, nous on est encore une fois une unité de la direction de la police judiciaire. Donc on travaille sur des faits judiciaires, donc on ne travaille pas sur du renseignement. Et le principe du renseignement, c'est d'être extrêmement cloisonné. C'est-à-dire que pour que ça fonctionne, le renseignement, pour qu'il y ait des informations qui circulent, il faut être certain qu'elles ne sont pas employées à autre chose qu'à donner de l'information. Et donc, notamment, elle ne peut pas servir de support à une condamnation judiciaire, donc à une enquête judiciaire. C'est essentiel parce que les garanties qui sont données pour fournir une preuve judiciaire, elles nécessitent une contradiction, une loyauté, enfin il y a tout un tas de critères qui permettent qu'un élément soit utilisé dans une procédure pour asseoir la culpabilité de quelqu'un. Donc on ne peut pas être sur du renseignement qui, pour le coup, lui, le renseignement ne répond à aucune règle, et donc il n'y a pas de garantie, il n'est pas couvert sur le même nombre de garanties. Donc c'est extrêmement cloisonné. Le renseignement doit rester dans du renseignement. En revanche, à la DGSI, ils ont un service de surveillance, ils ont un service d'enquête spécifique. Nous, on intervient sur du terrorisme, soit en cas de crise, soit dans le cadre d'enquête de la section antiterroriste de la brigade criminelle, qui a identifié des gens susceptibles de faire de la propagande islamiste ou autre. Voilà. Mais on n'est pas au même endroit, voilà, dans le process. Suite aux attentats terroristes de 2015, j'imagine que ce sont surtout les négociateurs qui ont dû revoir leur technique de négociation face à des individus déterminés. Il y a eu l'expérience effectivement de Koulibaly et Libercacher qui a été utile en novembre, où le même négociateur, qui d'ailleurs vient de partir à la retraite,
qui a mené ces négociations. Alors, je ne suis pas assez spécialiste du sujet pour savoir s'il y a des méthodes différentes, mais ce que je disais tout à l'heure, c'était vraiment l'objectif n'est plus le même. L'objectif n'est pas d'obtenir la reddition, mais d'obtenir du renseignement et de permettre aux opérateurs qui vont procéder à l'intervention d'être dans les meilleures conditions. Donc avoir du renseignement sur où ils se situent, gagner du temps, essayer peut-être d'écarter le terroriste de la zone par où vont rentrer les opérateurs. Enfin voilà. C'est ce type de fils qui ont été tirés de Koulibaly et qui ont été utiles en novembre. Est-ce que vous avez été impliqué dans l'affaire des postiches? Alors non, les postiches, c'est après moi et avant toi. C'était en 86. Mais cela dit, si vous avez une question sur l'affaire des postiches, peut-être que je peux y répondre. À l'époque, j'étais au cabinet du ministre et j'avais suivi l'affaire de très près et je connais très bien les protagonistes. Il y avait une question spécifique ou pas? Oui, c'était un petit peu la fusillade de la rue du Docteur Blanche. Si vous pouvez nous en parler Je vais vous dire, non, ça va être très rapide en 2 mots. Cette situation était une situation que l'on n'aime pas du tout. C'est qu'à l'époque, il y avait le fameux gang des postiches qui rentrait dans des banques et qui pouvait y rester 1 heure, 1 heure et demie, casser les coffres, prenait de l'argent et repartait. On en était au 8e ou 10e braquage. On n'avait aucun tuyau, aucun renseignement pour pouvoir travailler, je dirais, faire un travail de fond, identifier les types, les loger, les laisser faire et les interpeller ensuite après le braquage. Mais un système d'alerte avait été mis en place avec 2 services, la brigade de recherche et d'intervention, notre service, et puis un autre service chargé de banditisme, brigade de répression du banditisme, avec des types de grande valeur, de grande qualité. Et en fait, le système qui a été en place, c'est que en cas d'attaque dans une banque, la banque pouvait prévenir et la police, ces 2 services, devaient intervenir dans ce qu'on n'aime pas du tout, police-secours. C'est-à-dire que vous avez 2 services qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, qui sont intervenus à l'improviste sur une banque, et travaillent sur des individus qu'ils ne connaissaient pas, et il y a eu un dysfonctionnement entre les 2 services. L'intervention ne s'est pas faite de façon coordonnée, c'est là qu'on voit le professionnalisme. L'intervention intempestive d'un policier a déclenché une fusillade, et ça a été la catastrophe. Après, ça s'est terminé, règlement de compte à Hockey-Corral, par une fusillade dans la rue, un policier tué, un voyou tué, un autre policier grièvement blessé. Donc, la nature même de l'opération amenait à l'échec et à la catastrophe. On dit souvent que les caïds en prison ont des réseaux téléphoniques. Est-ce que c'est pour compétence d'éventuellement écouter ces relations téléphoniques? On peut travailler avec des services judiciaires, des services de notre direction qui, eux, font les écoutes. Mais nous-mêmes, c'est pas le cœur de notre métier. Merci beaucoup. Merci.